Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Almanach des Faits Célestes pour la période du 27 novembre au 4 décembre 2021, la quatrième phase de la deuxième lune d'automne. Nous allons donc du dernier quartier à la nouvelle lune et donc je vais vous accompagner pour découvrir au cours de la semaine tout ce que nous allons voir et pas voir. Et donc, on va commencer tout de suite. C'est donc une semaine sans lune le soir, hein. Alors, donc, si le ciel est dégagé, eh bien, c'est magnifique pour les étoiles, surtout que le soleil se couche vraiment de bonne heure. Nous arrivons au jour de l'année où il se couche le plus tôt, bientôt, car le 13 décembre, il va cesser de diminuer sur le soir, il continuera à diminuer sur le matin jusqu'à début janvier. Le jour le plus court sera bien le jour du solstice de décembre, le 22 décembre. Et mais voilà, en ce moment, il ne perd plus, cette semaine, il ne perd plus que 3 minutes, je crois, sur le soir. Pas. Voilà. Pour chez moi, il se couche à 17h12 le 27 novembre et à 17h09 le 4 décembre. Et ça va stationner par là. Et par contre, il continue à bien perdre le matin. Il perd 8 minutes dans la semaine le matin. Bon, bref, alors le soir, on va commencer par là, puis on ira ensuite chercher la lune de plus en plus tard, en fin de nuit, jusqu'au jour du dernier croissant, où elle sera conjointe à Mars et se lèvera juste avant, juste pour qu'on ait le temps de la voir avant que le soleil n'éclaire trop le ciel. Voilà, alors c'est parti, nous allons partager Stellarium. Allons-y, ben voilà, c'est le 27 au soir du côté sud-sud-ouest, c'est l'heure du coucher du soleil et Vénus est déjà visible ou presque. Théoriquement, dès que le soleil se couche, Vénus est visible. Donc Vénus, bien sûr, mais c'est le seul truc qu'on voit, il ne fait pas encore assez nuit, alors on va avancer un peu plus dans la nuit. La nuit du 27, donc on commencera à observer. Vous voyez, très vite, il y a Jupiter qui apparaît, vous voyez, elle culmine vers 18h30. Jupiter, Saturne apparaît ensuite parce qu'elle est moins brillante. Vous voyez, elle se rapproche de plus en plus parce que elles sont toutes directes maintenant. Vénus, Saturne, Jupiter, elles vont toutes par là. Seulement, Vénus court beaucoup plus vite, Jupiter court un peu plus vite que Saturne et Vénus court beaucoup plus vite et donc elle va les rattraper. Elle sera bientôt conjointe à Saturne et Jupiter, là, à peu près au moment de Noël, pour les fêtes. Voilà, donc il est donc ici. Quelle heure il est là? Ah, il est 17h46. Vous voyez, les 6h moins le quart, on voit déjà tout ça dans le ciel. On continue un peu plus, ça va se préciser. Il fait nuit noire dès 18h30. Vous voyez, Vénus est devant le Sagittaire qui va se coucher. Bon, on en verra pas grand-chose quand même, mais donc on a toute la Voie lactée là en début de nuit. Altaïr, ça remonte, Vénus vers Altaïr, c'est la Voie lactée. Ici, on a l'étoile Faux-Maillot. Je vais afficher quelques données quand même. Nom, type, magnitude, distance. L'étoile Faux-Maillot du poisson austral qui brille bien sous Jupiter, c'est un des rares trucs qu'on peut voir. Et en plus, donc, et puis ça va aller de mieux en mieux tout au long de la semaine. Je vais grossir un peu, nous allons chercher Neptune qui se trouve. Vous voyez, il y a déjà Uranus qui s'affiche ici, on va la chercher aussi. Et on voit se dessiner l'écliptique. Les planètes nous dessinent l'écliptique. D'ailleurs, si je l'affiche, ben voilà, j'affiche l'écliptique. Vous voyez? Et donc, on va aller chercher Neptune. Neptune qui se trouve, alors j'affiche un peu les constellations, devant la constellation donc, du Verseau encore. Elle est par là. Vous voyez? Donc, Saturne devant le Capricorne. Enfin, je commence par Vénus devant le Sagittaire. Elle était conjointe à Nulti la semaine dernière. Nulti, c'est cette étoile. Vous voyez, elle va vite. Saturne est donc partie, là, elle est devant le Capricorne. Jupiter est aussi devant le Capricorne, mais bientôt elle va arriver devant le Verseau. Et elle vient de repasser au-dessus de l'étoile Nulti, celle-ci, là, comme celui-là.
Pas nous dire, des Nabal, j'ai dit, la queue du Capricorne. Et donc ici, donc maintenant, on a, ça c'est Capricorne, ça c'est le Verseau. Et donc, si on veut trouver Neptune, en fait, on va prolonger Saturne, Jupiter, tout, tout, tout. Au Verseau, on va trouver cette petite cascade, là. Ici, là, je grossis un petit peu. Allez, Neptune apparaît. Ici, on a l'étoile fille du Verseau. Et là, on a Neptune. Donc, c'est le moment rêvé, là, pour observer Neptune. Et donc, je grossis. On va regarder son déplacement dans la semaine. Vous voyez que ça ne va pas être grand-chose, mais on va quand même leur regarder bien. Là, vous voyez, on positionne, on repère Neptune par rapport aux étoiles un peu grosses. Alors, magnitude 6, magnitude 7 plutôt, magnitude 6, 5, voilà. Et puis Neptune est moins brillante, hein, elle est magnitude 7,8. Donc, alors là, voilà le 27. Ah non, il faut que je reste centré sur Neptune, mais on peut y arriver ici. Le 28, le 29, 30, 1, 2, 3 et 4. Voilà, on la retrouve là, le 4. Bon, c'est comme Uranus, ça ne bouge pas énormément, mais elles avancent quand même. On va constater leur mouvement. Donc, je dézoome, n'est-ce pas? Et maintenant, on va remarquer beaucoup le grand carré de Pégase en début de nuit qui monte, qui va culminer vers 20 heures. Quelle heure culmine le grand carré de Pégase? Non, pas de jour. Voilà, 20h20, Pégase culmine. Sous Pégase, on a les poissons. En prolongement de Pégase, en direction de Cassiopée, on a Andromède. Donc tout ça est très haut maintenant, début de nuit. On peut même, c'est le moment où jamais sans lune, de voir la constellation des poissons, parce qu'elle est dure à voir. Et là, c'est le moment où elle va être le plus facile à voir. Et puis à sa gauche, on a le bélier, donc avec les deux étoiles, Amal et Shératan, qui sont bien remarquables. Ça fait vraiment la petite figure qui est dessinée, là, on la voit bien. Et en dessous, et non loin des Pléiades qui sont là, on a, ça affiche pas les Pléiades, on a Uranus. Donc, on était parti à regarder les planètes. On a Uranus, on grossit. Donc, on la repère par rapport aux Pléiades, par rapport à Mal du Bélier. Elle est juste en dessous, en fait. Et à Menkar de la baleine, qui est bien visible aussi. Puis là, vous voyez, il y a Aldébaran. Aldébaran, les Pléiades, Menkar de la baleine, Amal du Bélier, et donc là, Uranus. Alors, il faut zoomer parce que pareil, elle se promène. Il y a des étoiles qui brillent autant qu'elle, exactement ou presque pareil. Donc, je mets le numéro de catalogue. Non, pas celle-ci. Alors, je vous avais parlé la semaine dernière d'Omicron du Bélier. Maintenant, on se rapproche de 29 du Bélier. Là, voilà, Omicron, Ariès, vous voyez. Alors là, le 4, elle est là. Alors, on fait pareil que pour Neptune, mais on va revenir en arrière. Là. Vous voyez, donc Uranus par rapport à l'étoile Omicron Bélier se fait retour arrière, le 3, le 2, le 1, le 30, le 29, le 28, le 27. Et donc, on peut suivre aussi Uranus. C'est le moment idéal pour ces deux planètes, pour l'observation de ces deux planètes. Voilà, donc on va bien remarquer dans le ciel, bien entendu, du côté de l'Est, qui vont s'élever tout au cours de la nuit. Déjà, vous voyez, 20h20, ça y est, Orion se lève. Là, c'est Orion, pile à l'Est. Au-dessus, il y a Aldébaran, les Pléiades. Donc, les Pléiades, Aldébaran, Orion. Orion apparaît chez nous, pile à l'Est. Et ça, Orion apparaît toujours au même endroit. Les étoiles apparaissent toujours au même azimut, quelle que soit l'heure à laquelle elles apparaissent, les étoiles elles apparaissent toujours au même endroit. Chaque étoile a son azimut d'apparition pour un lieu donné. Ça se décale très, très, très lentement en raison de la précession des équinoxes. Donc, à l'échelle de notre vie, les étoiles se lèvent toujours au même endroit et se couchent toujours au même endroit et culminent toujours à la même hauteur pour un lieu donné. Et on va remarquer, bien sûr, la très brillante Capella du cocher. Donc, et un peu plus tard dans la nuit, alors je passe 21h, 22h, on a notre magnifique 22h, 23h, et ça va, plus on va avancer, plus il va être tôt dans la nuit, notre magnifique grand G de l'hiver, les étoiles les plus brillantes du ciel de l'hémisphère nord, donc elles sont l'hiver. Et comme l'hiver en plus
les étoiles brillent plus fort parce qu'il fait plus froid, donc l'atmosphère est plus stable. Donc s'il fait beau et puis le soleil est très bas sous l'horizon, vraiment on oublie complet. Donc c'est les meilleures conditions pour voir un maximum d'étoiles. Donc même Uranus est possiblement visible à l'œil nu, au fait. Elle est de magnitude 5,7 et si vous êtes dans un site dénué de pollution lumineuse, Uranus est visible à l'œil nu. Il suffit de repérer son petit monde. Avec des jumelles, c'est plus facile. Voilà, Uranus est de temps en temps exceptionnellement visible à l'œil nu. Mercure nous l'a fait pareil aussi, elle n'est pas souvent visible. Et là, d'ailleurs, on va parler de Mercure après, car elle est en conjonction supérieure le 29. Mais d'abord, le ciel. Et donc, le grand G de l'hiver, le grand G de l'hiver, c'est donc les trois mages d'Orion, Anitaka, Nilam et Mintaka. Ici, la rouge Bételgeuse, n'est-ce pas, et la bleue Rigel, qui sont vachement visibles. Donc, on part nos trois mages, voilà. Rigel, Sirius du grand chien, la plus brillante étoile du ciel, vous voyez, qui apparaît est-sud-est chez nous, et qui nous fait toujours des effets pas possibles, parce que comme elle est très brillante et que pour nos latitudes, elle ne monte pas haut sur l'horizon, vous voyez, déjà, elle se lève au sud-est, donc elle va monter maxi à 30 degrés, culmine, et donc elle est affectée par la turbulence de l'atmosphère, et donc on la voit passer de toutes les couleurs. Sinon, c'est une étoile triple, hein, il y a Sirius A, Sirius B et un troisième compagnon, et elle est dans la dominante bleue, mais elle brille de toutes les couleurs à cause de l'atmosphère, souvent. Donc, je reprends les trois mages d'Orion, Rigel, Sirius, Procyon, le petit chien, Castor et Pollux, les Gémeaux, hein, Castor, non, c'est Pollux, pardon, Pollux la plus brillante et Castor la moins brillante. Pollux, c'est quand même bêta et Castor alpha, des Gémeaux, Capella du Cocher, très très brillante, et Aldébaran du Taureau, en dessous des Pléiades. Voilà ce qui s'élève dès le début de la nuit maintenant. Hein. Là, vous voyez, il faut quand même attendre encore 23 heures pour voir tout le monde. C'est enfin tout le monde, ce grand jet de l'hiver. Tournons-nous un petit peu vers le nord, où à 23 heures, je vais revenir un peu plus tôt dans la nuit, hein, un peu plus tôt. Voilà, 19h21, c'est l'heure où enfin 19h20 par là, c'est l'heure où l'ours rase l'horizon nord. Donc, il faut un horizon dégagé pour voir notre grand chariot comme une casserole posée sur l'horizon. Et donc, on voit la petite ours et le dragon qui descendent. Et donc, Capella qui monte. Là, en haut, au début de la nuit, c'est Céphée qui culmine. Et ensuite, Cassiopée, vous voyez. Céphée, Cassiopée, dragon, petit ours. Donc ça, c'est le nord. Et au cours de la nuit, faisons un petit tour du ciel du nord, parce qu'on on va voir notre monde tourner autour de l'étoile polaire. Donc 20h, 20h20, on va rester casé sur 20. 21h20, 22h20, 23h20, 0h20, 1h20, 2h20, 3h20, 4h20, 5h20, 6h20, 7h20, il va commencer à faire jour. Un Vega qui réapparaît juste avant le jour. Donc voilà, puisque nous sommes au matin, on regardera un peu, on n'a pas trop regardé ce qui se couchait, si on a vu Vénus devant Sagittaire, c'est bon. Au matin, les amis, on va se tourner du côté de l'Est, hein, c'est ce qui s'en va. Mais au matin, eh bien, on va avoir Mars. Voilà, maintenant, on peut commencer à voir Mars le matin. Alors, 7h20, c'est un peu tard. Là, c'est le 28. Voilà, bon, je vais me mettre à 7h. Et elle se lève vers 6h37, 38. Elle se lève toujours à peu près, voilà, 6h38, 6h37. Ça avance d'une minute, mais le soleil se levant de plus en plus tard, la différence se creuse. Et donc, on voit Mars, bien sûr, de mieux en mieux. Et on va donc voir Mars le jour du dernier croissant en conjonction avec la Lune. Et donc, on va reprendre notre Lune de nuit en nuit. Hein, on va partir du 27, ça c'est le 28. Et bien voilà.
On va aller voir à quelle heure elle se lève dans la nuit du 27 au 28. Je fais une petite marche arrière. Hein. Donc, elle se lève. Ah, je n'ai pas mis l'azimut. Azimut. Eh ben, elle se lève aux alentours de 0h36, à 0h36 pour chez moi, le 28, donc la nuit du 27 au 28. Elle est conjointe à Régulus pour le dernier quartier. Donc là, elle est en dernier quartier le 27, c'est à précisément 13h27. Hein. Donc là, on est dans la nuit du 27 au 28. Elle a passé sa conjonction à Régulus et elle se lève à 0h36. Alors, le lendemain, à quelle heure elle se lève et où se trouve-t-elle? Elle se lève. Ah non, c'est la Lune que je cherche, pas Régulus. Elle se lève à 1h46. Et elle est encore devant la constellation du Lion. On va monter un peu, voilà. Pile à l'est, vous voyez. Et non, elle est devant la constellation de la Vierge. Le lendemain, le 30, elle se lève à 2h59, presque 3h du matin. Donc là, elle fait un grand. Et des fois, il n'y a que 20 minutes d'un jour à l'autre, entre les heures de son lever. Là, il y a plutôt 1h15 minutes, même plus que ça. Donc le 30, 2h59, ouais. Elle est donc devant la constellation de la Vierge. Le 1er décembre, il va falloir attendre 4h15 pour la voir apparaître. Et elle va être conjointe à Spica. Oui, le 1er décembre, elle est conjointe à Spica. Alors, on va regarder le spectacle. Donc, 5h16. Donc, Spica est ici. Notre lune, tiens, ben, je vais mettre sa forme. Voilà. Je grossis la lune, comme ça, on voit mieux le croissant. Voilà, donc le 1er décembre, au matin, à partir de 5h du matin, on voit se lever lune et l'étoile à côté de l'étoile Spica, qui est alpha de la Vierge, et donc qui est une étoile bien brillante et qui réapparaît donc en fin de nuit maintenant. Voilà donc le 1er décembre. Et donc la lune, vous voyez, elle est au nord de l'étoile. Et donc elle va se lever. Elle a de l'avance sur l'étoile pour notre ciel. On continue. Le 2. À quelle heure se lève la lune? Hop. Le 2, elle se lève à 5h35. Et le 3, c'est le jour du dernier quartier. Et elle est conjointe à Mars. Elle va se lever à 6h38, je crois. 6h58. Et elle est donc ce jour-là conjointe à Mars. Alors, je vois aussi Mars qui est là, qui elle se lève un peu plus tôt, hein, 6h, levé de Mars, 6h37 et la Lune 6h58. Enfin, pour chez moi, mais vous voyez l'échelle, 20 minutes avant. Mars se lève 20 minutes avant la Lune à peu près. Donc la Lune en dernier croissant, dans son quelques minutes, un tout fin dernier croissant qu'on apercevra vraiment au ras de l'horizon, quasiment en bateau, hein, non pas tout à fait quand même pour chez nous, mais pas loin. Donc il faut un horizon super dégagé parce que ce croissant très fin de seulement 1,7% n'est qu'à 1 degré au-dessus de l'horizon. En revanche, le soleil, j'enlève le sol, et le soleil est loin sous l'horizon, il a 10 degrés sous l'horizon, donc il fait encore relativement bien nuit. C'est un, donc, admirer ce dernier spectacle de la lunaison. Ce sera la conjonction du dernier croissant de lune avec Mars, qui devient maintenant visible dans le ciel du matin et qui va nous accompagner toute l'année 2022, puisqu'elle sera à l'opposition en décembre 2022. Donc, elle va prendre de mois en mois de plus en plus d'importance dans le ciel du soir. Eh ben, je crois que voilà. Je vous ai tout dit. On va faire un petit check des événements
parce qu'il se passe pas mal de trucs qui ne se voient pas, justement. D'abord, la Lune donc, qui passe de la constellation de la Vierge pour le dernier quartier à, celle. Attendez, j'embrasse tellement, je ne sais plus. Que je dise pas de bêtises, à celle d'Ophiuchus, oui, pour la nouvelle Lune. La nouvelle Lune se passe devant la constellation d'Ophiuchus. Donc, petit récapitulatif pour la Lune. Le 27, donc samedi 27 novembre, la Lune donc, entre dans le signe de la Vierge à 3h11 et conjointe à Régulus à 3h26. Donc ça, c'est la nuit du 26 au 27. Elle atteint sa latitude maximale. Alors, je vais le remettre en même temps, je vais le remettre à la date qui convient, le 27. Je cherche ma lune, elle est là-haut. Le 27 et culmine en début de nuit, vous voyez. Le 27. Dans la constellation du Cancer, non, sur 25, là, oui. Le 25, non. Le 27, voilà le 27. Donc le 27, ça, c'est le matin. Et le dernier quartier, donc, est à 13h27. Mais le 27, donc, elle entre dans le signe de la Vierge à 3h11, elle est conjointe à Régulus à 3h26, elle atteint sa latitude maximale à 6h22. Alors, pour constater ça, je vous trace l'écliptique. Vous voyez, ça veut dire qu'elle est au maximum au-dessus, au nord du plan de l'écliptique. Donc, ça lui donne de l'avantage. Pour nous de l'hémisphère nord, on la voit davantage quand on voit le soleil quand il est à la même longitude, par exemple. Donc, le dernier quartier a lieu le 27 à 13h27 dans le 6e degré du signe de la Vierge. Elle est la Lune et Soleil Sagittaire. Dimanche 28, la Lune arrive devant la constellation de la Vierge. Voilà, alors un peu plus tard dans la journée. Ah, qu'est-ce que je fais? Une heure. Oui, c'est normal. On va passer la journée. Je reste sur la Lune. Voilà, on ne la voit plus. Lundi 29, elle entre dans le signe de la Balance à 9h54. Mercredi 1, donc c'est là qu'elle est conjointe à Spica, donc on va laisser. Le 30, le 1, donc elle est conjointe à Spica, comme on l'a vu tout à l'heure. Là voilà, Spica ici. À 8h13 le matin, donc en fait la Lune se lève à 4h15 et Spica à 4h18, donc à observer, à remarquer, à apprécier, à savourer à 5h du matin, entre 5h et 7h du matin. Et dans la journée, mercredi 1er, la Lune entre dans le signe du Scorpion à 12h55. Jeudi 2, elle arrive devant la constellation de la Balance. Donc jeudi 2, cherchons notre Lune. Voilà, elle est devant la constellation de la Balance maintenant. 0h55. Vendredi 3, elle est conjointe à Mars. Comme on l'a vu tout à l'heure, n'est-ce pas? Vous voyez, elle est conjointe à Mars à 1h45 et il y a une occultation, même si la conjonction est tellement serrée, il y a 17 minutes d'écart, la Lune est 17 minutes au nord de Mars, Mars est juste en dessous, et il y a une occultation de Mars par la Lune pour l'Est de l'Asie, le Japon et le Pacifique. Ensuite, c'est le 3, donc vendredi 3, le jour du dernier croissant, donc c'est la Lune, dernier croissant de Lune conjoint à Mars. Et ensuite, le 3, la Lune entre dans le signe du Sagittaire à 13h09 et arrive devant la constellation du Scorpion à 15h32. C'est là qu'à 15h57, elle passe à son descendant, phénomène décisif pour l'éclipse de soleil qui a lieu le lendemain avec la nouvelle Lune. Donc cette nouvelle Lune, donc le jour de la nouvelle Lune, évidemment, il n'y a plus de Lune à voir, on ne voit plus rien. La nouvelle Lune donne donc lieu à une éclipse de soleil dont le maximum est à 8h33, une éclipse de soleil qu'on ne risque pas de voir puisqu'elle est centrale sur. On reparlera peut-être du Saros tout à l'heure dans la deuxième vidéo.
Donc, samedi, les choses s'enchaînent. Après le passage de la Lune au nœud descendant, le vendredi 3 à 15h57, samedi 4 décembre, donc 8h33 maximum de l'éclipse, nouvelle Lune, à 8h42. À 10h06, la Lune sort des limites zodiacales sud. Elle est passée en déclinaison sud le 30 novembre. Le 4 décembre, elle continue à descendre, elle descend en dessous des limites zodiacales, donc en dessous de la déclinaison du Soleil au jour du solstice de décembre, qui est donc sa déclinaison, qui marque les bornes du zodiaque, la borne sud. Donc la Lune passe en dessous. Elle sera sa déclinaison minimale, c'est le 6 décembre. Et ensuite, à 11h04, elle est à son périgée, un périgée qui est encore plus proche que celui de la dernière fois. Donc, une grosse lune qui fait l'éclipse. Elle est grosse parce qu'elle est au périgée. Son diamètre apparent est de 33,5 minutes d'arc, mais on ne la voit pas, donc, sauf ceux qui observeront l'éclipse. Et elle est conjointe à Mercure, pour finir, à 13h52. Donc, voilà une seconde phase, une deuxième lune d'automne qui s'achève avec la conjonction donc, du dernier croissant à Mars, l'éclipse de Soleil. Donc, donc une conjonction de Mars avec occultation, une éclipse de Soleil, plus une étoile encore qui occulte un astéroïde pour observable chez nous en France. La semaine dernière, il y en avait 3, c'est assez exceptionnel. Et donc, voilà pour la Lune. Mais ce n'est pas tout, car au niveau des planètes, nous avons donc le 29, lundi 29, la conjonction supérieure de Mercure, qui se traduit en héliocentrique par Mercure opposé Terre. Hein, c'est Mercure, Soleil, Terre. Donc, vu du Soleil, Mercure est opposé à la Terre. Dans le 7e Sagittaire, Mercure, 7e Gémeaux, la Terre. En géocentrique, on voit donc Mercure de l'autre côté du Soleil. Enfin bon, on ne la voit pas, sauf qu'on la voit dans le champ du coronographe Lascaux C3, donc, où elle se trouve, je crois, jusqu'au 14. Donc, jusqu'au peut-être pas 14 décembre, je peux vous le retrouver, il faut que je cherche un tout petit peu. Excusez, c'est du bruit. Au 13 décembre, voilà, Mercure est dans le champ du coronographe Lascaux C3 du 15 novembre au 13 décembre. Donc, si vous regardez dans l'article, je donne toujours le lien, et c'est toujours amusant d'aller regarder parce qu'il y a des vues, donc il y a des vues du champ du coronographe à plusieurs moments de la journée, hein, et ils sont toujours en direct. Et donc, on peut voir quels sont les astres. On peut essayer de s'amuser à reconnaître les astres qui passent tout près du Soleil. On peut reconnaître les constellations et les planètes quand il y en a. Mais ce n'est pas toujours facile. C'est un sacré jeu de repérer les dessins. Ça apparaît pas toujours de la même façon dans le champ du coronographe. Pas évident. Donc, ce même lundi 29, donc, Mercure conjonction supérieure à 5h39. 8e degré du signe du Sagittaire, et Neptune qui atteint sa déclinaison minimale, 4 degrés 51, donc en dessous du plan de l'équateur. C'est relatif à la reprise de son mouvement direct, donc elle inverse son mouvement, donc elle inverse aussi son sens de montée ou de descente en déclinaison, ainsi qu'en latitude, mais là, c'est en déclinaison qu'il s'agit. Neptune, déclinaison minimale lundi 29 à 13h10, donc. Mercure, lundi 29, arrive dans la constellation de Fucus à, je n'ai pas marqué l'heure, excusez-moi, à 19h26. Et le Soleil, à son tour, arrive devant la constellation de Fucus, et lundi 29 également, à 23h46. Donc, Mercure reste devant Ophiuchus jusqu'au 11 décembre, et le Soleil reste toujours devant Ophiuchus jusqu'au 18 décembre. Mardi 30, Mercure est à l'apogée, ça veut dire au plus loin de la Terre. Bah oui, si elle est de l'autre côté du Soleil, c'est qu'elle est au plus loin de la Terre. Donc, il y a un moment autour de la conjonction supérieure où Mercure atteint sa distance maximale de ce tour-là, hein, par rapport à la Terre. Donc, là, ce coup-ci, elle est à 1,4 UA, unité astronomique, c'est-à-dire distance Terre-Soleil, une distance Terre-Soleil et demi, à peu près, si vous voulez.
et ce qui nous fait 217 millions de kilomètres. Elle est dans le 10e degré du signe du Sagittaire, devant la constellation de Fucus. Je reviens, comme j'étais sur Stellarium. Je peux, d'ailleurs, je vais changer l'affichage, je sais qu'il y en a qui apprécient que je partage le tableau. Alors, je change d'affichage et je partage mon tableau parce que je n'avais pas fini l'article, j'ai fait tellement de choses cette semaine. L'article n'est pas encore tout à fait prêt, mais le tableau, lui, ça y est, il est prêt. Donc, nous en sommes à mardi 30. Mardi 30, Mercure est à l'apogée, donc c'est ce qu'on vient de dire. Mercredi 1er, Neptune reprend son mouvement direct. Donc, ça veut dire qu'elle s'arrête de reculer, et puis elle va se mettre à avancer. Donc, elle est stationnaire à l'est du Soleil. Maintenant, elle repart en mouvement direct jusqu'au 29 juin 2022. Elle atteindra le 25e degré du signe des Poissons. Actuellement, elle est dans le 21e. Je finis en géocentrique, c'est tout. Ben voilà. Alors, en héliocentrique, eh bien, en héliocentrique, dans ce que vous trouvez en bleu sur le tableau, donc ce qui se passe du point de vue du Soleil. Donc, Mercure opposé Terre le 29, c'est la même chose que la conjonction supérieure de Mercure en géocentrique. Et le 29, Vénus est également conjointe à Uranus en héliocentrique à 7h39. Donc, le même jour, on a Mercure opposé Terre et Vénus conjoint Uranus. Nous recommencerons ça tout à l'heure. Ensuite, Mercure est à l'aphélie, c'est-à-dire au plus loin du Soleil. Alors là, c'est un peu une coïncidence, si vous voulez. Hein. Le 2, donc jeudi 2, 0h34, ou mercredi 1 à 23h34 en temps universel. Donc Mercure au plus loin du Soleil, c'est sa distance maximale au Soleil, c'est 0,466 unités astronomiques, un peu moins d'une demi-distance Terre-Soleil, ce qui nous fait 70 millions de kilomètres. Mais il se trouve, je vous ai dit qu'elle était aussi à l'apogée. Alors donc, du coup, on a un Mercure à la fois au plus loin du Soleil et au plus loin de la Terre. Ça la met loin. Mais c'est pas obligatoire que ça tombe les deux en même temps. Ça, pas du tout. On peut avoir des périgées aphéliques, mais là, c'est un apogée aphélique. Donc, ça a encore des petites nuances qui sont ça fait des poids et des mesures différentes. Et donc, si on essaie de comprendre et de sentir les fonctions de chaque, parce que chaque planète est une fonction de ce grand corps vivant qu'est le système solaire dans lequel nous sommes. Donc, voilà pourquoi on le considère sous différents points de vue, parce que ça a fortement de l'intérêt de le considérer sous différents points de vue. Voilà, ben j'en ai fini pour les festivités de la semaine. Alors, n'oubliez pas les étoiles filantes. Puis, il y a plein de choses qui se passent aussi du côté des petites planètes. D'ailleurs, entre autres, Cérès, qui est à l'opposition du Soleil le 27 novembre, qui est en plus au périgée. Ben, quand une planète est à l'opposition du Soleil, ça veut dire là qu'elle est... il y a Soleil, Terre, planète. Et donc, la planète est au plus près de la Terre, généralement, dans la période autour. Donc, Cérès, c'est le moment de l'observer parce qu'elle n'est pas loin des Pléiades non plus. J'ai oublié de vous la montrer, mais je peux le faire encore. Alors, je vais redéfaire ce partage. Je vous remontre Cérès. Cérès, donc, elle est dans la constellation du Taureau. Nous sommes là le 4 à 7h16. On va reculer un peu dans la nuit. Voilà, on va se mettre au Pérou, c'est pratique, 20h, on va en avoir. Voilà, elle est par là, Cérès. Vous voyez, donc nous avons les Pléiades, nous avons Aldébaran, je grossis. Et donc, elle se balade, elle a traversé les Iades, elle a été tout près d'Aldébaran, maintenant elle remonte vers les Pléiades, magnitude 7, donc visible avec des jumelles. Une fois que vous l'avez repéré, donc là, c'est le 3 décembre. Voyons le 2, le 1, le 30, le 29, le 28, le 27. Donc on part de là. Assez facile à repérer avec la corne du taureau. Hein. Pas très difficile. Une paire de jumelles, on repère cette étoile, ces deux étoiles, paf, on tombe sur Cérès. Et donc, on va la suivre tout au long de la semaine. Le 28, le 29, le 30, le 1, le 2, le 3 et le 4.
c'est pareil, c'est le bon moment pour observer Cérès. Voilà, ben, je vais bientôt terminer. Je vous remercie de votre attention et je voulais vous signaler, et en plus la lune est conjointe à Cérès, mais non, j'ai oublié de l'enlever ça. Ah, vous voyez, ça, c'est la semaine dernière. Oh là là, oh là là, excusez-moi, je vais couper 2 secondes. La chienne à bois, je suspends l'enregistrement, fini de vous parler des étoiles filantes. Voilà, et ben nous terminons, je partage l'écran, je voulais vous parler donc des étoiles filantes, parce que c'est pareil, il n'y a pas de lune en début de nuit, donc vous risquez d'en voir, hein, on risque de voir des étoiles filantes, il y a pas mal de, il y a le maximum des Orionides de novembre, le 28, donc qui semble sortir de la constellation d'Orion. Les monocérotides, c'est pas loin, c'est la licorne, elles semblent sortir de la licorne. Il y en a à partir du 29 novembre. Il y a les Léonides encore, qui ont été, qui a un essaim abondant, qui a eu son maximum un peu plus tôt en novembre, là, le 14, je crois, jusqu'au 30 novembre. Des Andromédides, des Alpha-hydrides, c'est-à-dire elles semblent sortir de l'hydre. L'hydre, c'est à côté du Cancer, sous le Cancer. Voilà. On le repère Cancer, Lion et l'hydre en dessous du Cancer. Et les Orionides. Donc, plusieurs, profitez bien des étoiles filantes. Observez encore les satellites de Jupiter. Je vous marque tous les phénomènes observables sur ce petit tableau Mémo. Et la Lune, bien entendu, le coucher du Soleil sur la Lune, en particulier le jour de ses librations minimales, mais de toute façon, tous les jours de la semaine, vous pourrez en apprécier la Lune. Je vous remercie. Excusez-moi, hein, je suis gêné pour vous parler parce qu'il y a la chienne qui aboie. Donc, c'est marqué ce sera marqué sur la fiche qui sera en ligne très vite. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous dis un peu plus tard pour les commentaires astrologiques pour ceux qui me rejoignent. Et très belle semaine. Tenez-vous au chaud, mais habillez-vous chaudement plutôt pour sortir et apprécier. Merci.